Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Merci d'écouter Sud Radio chaque jour, 11h, midi et demi. C'est André Berkoff dans tous ses états. Vous avez la parole, vous pouvez réagir tout au long de l'émission. 0826 300 300. Bonjour André Berkoff, bonjour Philippe David. Alors première information qui vous fait réagir ce matin, c'est bien évidemment l'attentat terroriste qui a eu lieu samedi soir en plein cœur de Londres et qui a été revendiqué donc cette nuit par Daesh. C'est le 3e en moins de 3 mois en Grande-Bretagne, André. Bilan 7 morts dont un Français et au moins 48 blessés. Bon, vous savez, c'est quelque chose d'assez à la fois terrible. Et ce serait ironique si ce n'était pas aussi dramatique. C'est-à-dire que depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec chacun des attentats, que ce soit à Nice, à Paris, à Bruxelles, à Molenbeek, ailleurs, on dit la même chose, on fait la même chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'écoutais ce matin, ici, à Sud Radio, les radios concurrentes, etc., et une des questions dans une des radios concurrentes, pourquoi nous haïssent-ils ? Et puis après, bon, on n'a pas encore, puis les fleurs, puis tout cela, puis... En même temps, il y a évidemment des changements. C'est vrai que Theresa May, pour la première fois, a parlé d'éradiquer l'extrémisme, et elle a parlé d'extrémisme islamiste. Ben, écoutez, le problème, François Hollande l'avait dit, mais ça s'était arrêté un peu là, c'est qu'on est en guerre. Il y a une guerre asymétrique, une guerre qui ne ressemble à aucune autre, qui n'est pas une guerre entre États au sens, parce que l'État islamique n'est pas un État au sens classique du terme, mais il y a une guerre. Cette guerre-là, elle est, alors on va prendre toutes les raisons du monde, mais il y a une guerre de conquête. Et si on n'a pas compris que vous avez des personnes qui, dans la plus grande sincérité et la plus grande conviction, veulent établir le califat, veulent instaurer un certain nombre de lois. Ils arriveront ou pas, c'est un autre problème. Mais c'est ça. Alors, à chaque fois, on essaie de trouver des raisons économico, etc. Bien sûr qu'il y a de la délinquance, bien sûr qu'il y a des aides économiques, mais il y a une idéologie, comme il y a eu, mais il n'y a pas que l'idéologie islamiste, de ce point de vue. Et encore une fois, séparons évidemment les musulmans des islamistes, une fois pour toutes. Mais il y a eu le fascisme, il y a eu le nazisme, il y a eu Pol Pot, il y a eu Staline, il y a eu des tas de gens qui, au nom d'une idéologie, sont absolument prêts à sacrifier des gens. Et pourquoi on dit, mais comment ils prennent une voiture ou un camion, ils entrent dans la foule qui sont là, vous voyez, Londres, samedi soir, les gens on connaît tous le London Bridge, en tout cas beaucoup d'entre nous. La jeunesse, la nouvelle cible aussi, une fois de plus. Oui, la jeunesse, non, tout le monde. Il y a pas la cible, bien sûr, il y a eu les concerts, etc., à Manchester et compagnie, mais tout le monde, parce que ce qu'on veut dire, et le message, il est là, c'est que votre Occident est un Occident décadent, est un Occident pourri, pas seulement l'Occident en tout cas, et quiconque ne se plie pas, ne veut pas se convertir à ce rigorisme total qu'on applique actuellement à Daca, et on voit avec quel résultat en certaines parties d'Irak et la Syrie d'ailleurs, et de certains Émirats du Golfe, eh bien, vous allez subir les conséquences. Voilà, ça c'est le théâtre des opérations. À partir de là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose toujours la question, on commence à faire, qu'est-ce qu'on fait ? Alors André, vous avez utilisé des mots très justes, mais comme toujours avec vous, pour parler de la haine que ces gens-là ont pour nous, il suffit de citer le nom d'une des sectes islamistes les plus dangereuses qui agit en Afrique subsaharienne, Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'Occident est impur. Oui, et l'éducation est un péché. Exactement. Donc ça veut absolument tout dire. Par contre, pour le Royaume-Uni, j'ai l'impression que la Theresa May a décidé de prendre enfin le taureau par les cornes. Parce que le Royaume-Uni, c'est quand même le pays où des prêcheurs devant les mosquées de Brixton ou de Whitechapel ou ailleurs pouvaient dire, debout sur des caisses avec une foule qui disait bravo, il faut tuer les Occidentaux, il faut tuer les chrétiens, il faut tuer les juifs, il faut tuer les mécréants, la démocratie est un péché, l'Occident est impur, etc. Ils avaient tellement laissé faire au Royaume-Uni, tellement laissé faire que dans le London East End ou dans certains quartiers de Birmingham notamment, la justice n'était plus rendue par les tribunaux
Non, mais britanniques, par la charia. mais par des tribunaux Exactement. islamiques qui appliquaient la charia. Vous voyez C'est-à-dire- un petit peu. Tout à fait. Alors Philippe, ce que vous dites, très juste aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on constate, vous savez, on a dit aussi que oui, mais en France, on appliquait une politique trop laïque, vous voyez, l'interdiction du voile, etc. On dit, regardez, en Angleterre, eh ben, ils sont préservés parce qu'il y a le communautarisme, le multiculturalisme, chacun fait ce qu'il veut, etc. Et on constate, et ça, si on avait un peu étudié cette idéologie, qu'ils n'en ont rien à faire, que ce soit multiculturel. Au contraire, le multiculturalisme est une arme pour mieux s'infiltrer, pour mieux dire, mais écoutez, nous avons nos droits, etc. C'est exactement comme l'islamophobie, etc. J'ai le droit de critiquer une religion, mais ils disent, ah non, mais là, c'est quand vous critiquez ça, c'est vous critiquez tous les musulmans. Pas du tout. Mais pas du Si tout. je dis que la religion juive, il y a des le truc qui va pas du tout, c'est pas que je critique tous les juifs. Même chose pour les chrétiens. Mais si vous dites On que a vous le êtes par droit. exemple pour le mariage des prêtres ou l'ordination des femmes, c'est pas être un anti-chrétien, c'est faire une remarque sur l'évolution d'une religion. On a quand même le droit de parler de toutes les religions, non? Donc, on est à ce stade-là. Alors, on espère que effectivement, et on sent qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande en disant, bon, jusqu'où on va aller. Mais alors, Céline, Oui, moi j'aimerais vous interpeller, André Berkoff, Ouais. sur les déclarations du maire de Londres, justement suite à l'attentat du 22 mars dernier sur le pont de Westminster. Il a dit « Notre ville est l'une des plus sûres du monde, les attaques terroristes font partie du quotidien des grandes villes. Les Londoniens ne seront jamais intimidés par le terrorisme. » Vous en pensez quoi, vous, André? bah écoutez, il a aussi dit qu'effectivement, justement à cause du multiculturalisme, Sadiq Khan, donc le maire de Londres, il a dit, mais écoutez, nous, notre ville est épargnée par cela, nous, on n'aura pas ces problèmes-là, ce n'est pas en stigmatisant, ce n'est pas en amalgamant qu'on résout le problème. Oui, certes, mais on a vu le résultat samedi soir à Londres, donc ça me paraît absolument, je veux dire, c'est totalement spécieux. Ce n'est pas en faisant, encore une fois, semblant de ne pas voir le problème et de l'écarter et de passer la poussière sous le tapis qu'on résoudra les problèmes. Oui, Trump a tweeté cette nuit et hier aussi, il a beaucoup tweeté sur cet attentat. Il a dit « Nous devons cesser d'être politiquement corrects, André. » Oui, enfin ça, c'est pour lui, c'est pas nouveau. Hein, je veux dire, dans le genre politiquement incorrect, lui, ça, on l'a pas vraiment attendu pour faire ça. Mais en l'occurrence, En tout moi, cas- je voudrais revenir à Paris. Et nous, alors, on a quand même une spécialité française, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eh Eiffel, ouais. c'est-à-dire que actuellement, chaque fois qu'il y a dans le monde On un éteint accident, la Tour on Eiffel. éteint et on allume. Et voyez ce qui se passe maintenant. Anne Hidalgo, paraît-il, a un interrupteur à côté de À côté de chez elle. Et elle s'amuse. Alors, vous voyez, par exemple, elle dit, ah, oh, il y a un truc au Zimbabwe. Pic. Allez, c'est quoi les Mais couleurs du pourquoi Zimbabwe? Tu veux- André, ces hommages aux victimes, ils vous paraissent vraiment insuffisants? Les bougies, Qu'est-ce que les ça veut drapeaux dire en berne, Mais on est c'est pas d'accord. ça. Ça Ouais. veut dire quoi, cette histoire de Tour Eiffel ou pas de Tour Eiffel? C'est-à-dire que nous, les moyens de nous combattre, de dire que nous sommes indignés, c'est d'allumer la Tour Eiffel. Je vais vous dire une chose. Foutez la paix à la Tour Eiffel. Foutez-lui la paix. Et je vais même vous dire une chose. Laissons-la dans le noir. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, ce sera très bien. Peut-être ce sera moins beau pour les touristes, mais foutez-lui la paix. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'allumer la Tour Eiffel à chaque fois aux couleurs d'un pays où il s'est passé quelque chose? Mais j'ai remarqué une chose hier sur les réseaux sociaux, mon cher André, et qui est peut-être un signal. Rappelez-vous, Oui. quand il y avait des attentats il n'y a pas si longtemps, c'était « Je suis Charlie, oui, je suis effectivement. Bruxelles, je suis Londres, je suis Paris, je suis Berlin, je suis Stockholm ». Vous n'avez plus vu un seul « Je suis Londres. Ouais, c'est Vous vrai. n'avez plus vu un seul « Je suis Londres ». Parce que malheureusement, je pense que plutôt, parce que bon, se défendre contre des bombes, des kalachnikovs, des camions ou des couteaux, c'est pas des bougies et des « Je suis Paris, Londres ou Marseille » que on va solutionner le problème. C'est Et clair. ce serait peut-être bien que nos dirigeants prennent enfin le problème à bras le corps. Pardon. Non, mais je vais vous dire, ça c'est toujours pareil. Faute de faire des choses de fond, on fait de la com. C'est toujours pareil. Quand on n'arrive pas à résoudre le problème, on le fait par la com. Voilà. Alors, autre information qui vous met dans tous vos états ce matin, André Berkoff et Philippe David aussi, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont annoncé aujourd'hui qu'ils donc rompaient leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils accusent Doha de déstabiliser la région et de soutenir donc le terrorisme. Que traduit pour vous, André, ce séisme diplomatique au Moyen-Orient? Bah écoutez, c'est un séisme. C'est incontestablement un séisme. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois depuis les confédérations du Golfe que l'Arabie Saoudite, Depuis l'Égypte, 1981, les Émirats, etc., nomment et désignent, et vous avez vu, ils se sont pas contentés de ça, ils ont rompu
les relations diplomatiques, ils ont rompu les relations aériennes, c'est-à-dire qu'il fait Les presque... relations maritimes, la compagnie Voilà. aérienne, même Etihad des Émirats Arabes Unis, D'accord. a même Il va annoncé pas. la suppression des vols. Enfin, voilà, Donc, tu vois. il y a une espèce de blocus du Qatar. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le Qatar, est-ce que le PSG va être obligé de ne jouer que dans son terrain? Enfin, bon, va se poser quand même des problèmes. Non, mais pour être plus sérieusement, pourquoi le Qatar et pourquoi là maintenant? Et alors nous avons, et je suis très content d'avoir avec nous Georges Malbruno, qui est grand reporter au Figaro. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre, d'ailleurs vous avez fait venir à Sud Radio, et un livre remarquable que je recommande, nos très chers émirs. Aux éditions Michel Lafondre. Voilà, et qui racontait vraiment par le menu. Et d'ailleurs, vous avez donné des noms, et ces noms soi-disant dit on va le faire un procès, et puis ça s'est jamais fait. Alors Georges Malbruno, vous connaissez très très bien cette région, vous y allez souvent. Pourquoi le Qatar? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe deux choses. L'Arabie Saoudite, les Émirats et puis l'Égypte reprochent au Qatar son soutien aux islamistes, aux frères musulmans. Et Oui. deuxième reproche, il reproche au Qatar de ne pas être assez dur contre l'Iran, qui est la bête noire, l'ennemi juré des Saoudiens depuis un certain temps, et depuis en particulier Donald Trump a fait lui aussi de l'Iran sa bête noire. Or le Oui. Qatar partage avec l'Iran un immense champ gazier dans les eaux du Golfe Persique, et le Qatar n'a jamais été obsédé par cette menace iranienne qui est jugée excessive de la part de certains. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez, donc le Qatar paye un petit peu son jeu diplomatique en solitaire vis-à-vis de l'Iran Ouais. notamment, et puis il paye effectivement son double jeu à l'égard des islamistes, notamment des frères musulmans que le Qatar a abrité, financé, etc. Alors c'est une accusation, vous le disiez, c'est une crise grave, c'est une crise donc collective. Le Qatar n'est pas tout à fait seul, parce qu'il y a d'autres Émirats comme le Koweït qui n'ont pas voulu rentrer dans ce jeu-là, Oman également, mais enfin l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Arabie, Bahreïn, Bahreïn, bon, c'est moins important, mais ça Oui, c'est moins compte. important, ouais. Simplement, je crois qu'il y a une tentative aussi de la part de l'Arabie de mettre tout sur le dos du Qatar. Le Qatar, on l'écrit, on le prouve dans notre livre, a un problème Oui. de financement du terrorisme. Effectivement, il y a au Qatar une demi-douzaine de financiers privés du terrorisme qui ont financé la branche syrienne d'Al-Qaïda, Al-Shabaab en Somalie, Al-Qaïda en Irak, etc. Ces noms sont connus aux États-Unis. Ils étaient connus d'ailleurs en France si nos hommes politiques et nos dirigeants avaient été extrêmement curieux, ce qui n'était pas le cas. Oui, Et effectivement, il y a un problème de financement du terrorisme de la part du Qatar. Mais dire que le Qatar est responsable, déstabilise la région, etc. Je pense qu'aujourd'hui, comme par hasard, cette annonce intervient 2 jours après l'attentat de Londres. Il y a une volonté de faire du Qatar un petit peu le bouc émissaire. Et je suis pas sûr. D'ailleurs, la réaction américaine a été plutôt modérée. Les Américains ont une base au Qatar, donc voilà. Mais effectivement, il y a une volonté aujourd'hui de punir le Qatar pour ses liens avec les islamistes et surtout son refus de dire l'Iran est un pays mauvais qu'il faut combattre. Mais oui, alors Georges Malbruno, juste un mot, parce qu'on pouvait dire aussi qu'il y avait des financiers privés en Arabie Saoudite, qui en tout cas à un moment donné finançaient les islamistes. Il n'y avait pas qu'au Qatar. Effectivement, il n'y a pas qu'au Qatar, mais c'est vrai qu'en Arabie, ils ont, sous la pression américaine, les Saoudiens ont pris des mesures. Le problème du Qatar, comme on l'avait dit chez vous d'ailleurs, c'est un problème effectivement de financement du terrorisme. Le problème de l'Arabie, c'est un problème de prosélytisme. Les penseurs du wahhabisme ne sont pas au Qatar, ils sont en Arabie Saoudite. Donc, dire que le Qatar est le responsable de tous les maux, c'est un petit peu facile. D'ailleurs, vous avez vu, je crois qu'il y a le responsable travailliste en Grande-Bretagne, James Corbyn, a dit il faudra qu'on ait aussi une explication de texte avec les Saoudiens. Voilà, donc je pense qu'il y a de la part des Saoudiens une volonté soutenue plus ou moins par les Américains de dire le Qatar est le vilain petit et le vilain émirat du Golfe, on lui fait porter le chapeau, etc. Je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Il y a un problème avec le Qatar, il y a un problème de financement effectivement du terrorisme, mais il n'est pas le seul. D'accord. Et juste une dernière question, Georges Malbruno, encore une fois, vous en parlez aussi, relisons toujours, ou lisons notre très cher Émir. Est-ce que vous croyez que la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite n'est pas intéressante? Est-ce qu'elle a joué un rôle assez majeur? Enfin, est-ce que ça a impulsé la chose, à votre avis?
et la Maison-Blanche aujourd'hui ont une relation excellente. Il y a eu 300 milliards de dollars de contrats qui ont été signés. Il y a cette volonté commune de faire de l'Iran, de rompre, de rogner les ailes de l'Iran au Moyen-Orient. Et c'est justement là où le Qatar dit attention, l'Iran n'est pas forcément le pays aussi mauvais que vous le dites. Et c'est là où le jeu du Qatar embarrasse. Et c'est là où surtout qu'ils en ont profité. Voilà, parce que les accointances du Qatar, comme vous le disiez, avec les mouvements terroristes sont connus de longue date. C'est vraiment un problème ancien, mais c'est surtout, je crois, ce qui irrite les Saoudiens, c'est le fait que le Qatar ne veut pas rentrer dans cette politique anti-iranienne qui est celle des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Et les Saoudiens, pensent-ils, sont soutenus dans ce bras de fer par les États-Unis et veulent en profiter pour replacer, isoler, mettre en quarantaine le Qatar et pour le ramener un petit peu dans le giron des autres pays du Golfe. Voilà, c'est ça, je crois, le but de cette mise en quarantaine. De cette mise en quarantaine. Merci Georges Malbruno. C'est vrai que Philippe, c'est assez passionnant parce que vous savez que quid des répercussions en Europe, notamment en France, où comme vous le savez, le Qatar a une clause. Vous savez que la France est un paradis grâce à Sarkozy. Oui, Sarkozy. C'est-à-dire que si le Qatar fait des plus-values dans ses achats en France, il ne paye pas les impôts, il ne paye pas d'impôts, que etc. paierait un autre pays. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que vraiment c'est la nouvelle, peut-être en tout cas internationale, la plus importante de la journée. C'est que effectivement que vont être les conséquences surtout de cette mise en quarantaine du Qatar. Il se targue effectivement d'avoir été choisi pour le mondial 2022 de football, le Qatar. Ce qui est dans vraiment pas longtemps. Alors, moi, il y a quand même une chose qui me chagrine. Le Qatar n'est pas un pays parfait. Vous êtes d'accord, André, on l'a souvent critiqué à ce micro. Par contre, voir que c'est l'Arabie Saoudite qui vous dit que vous êtes méchant, vous êtes pas bien en matière de lutte contre le terrorisme, désolé, ça équivaut à se faire traiter de trafiquant de drogue par Pablo Escobar. Ça pose quand même un énorme problème parce que, rappelons quand même quelques faits. Les terroristes du 11 septembre, leur première nationalité en nombre, c'était quoi? C'était des Saoudiens. En majorité absolue, même. En majorité absolue, c'était des Saoudiens. Mohamed Atta était égyptien, le chef du commando, mais c'était des Saoudiens. Qui a armé les Moudjahidines militairement et idéologiquement par le biais d'un certain Saoudien qui s'appelait Oussama Ben Laden en Afghanistan? L'Arabie Saoudite. On continue. Les madrasas pakistanaises, l'idéologie, elle vient d'où? Elle vient d'Arabie Saoudite. Non, elle vient, pardon, excusez-moi, juste un bémol, elle vient des frères musulmans. Des frères musulmans. Et aussi d'Arabie. Qui a été, effectivement, qui ont essaimé en Arabie Saoudite. Avec, effectivement, les wahhabites, vous avez tout à fait raison. La doctrine wahhabite est une doctrine rigoriste. Et l'Égypte fait partie des pays qui ont quand même rompu également avec le Qatar. L'Égypte, qui, quand il y a eu des élections démocratiques, a amené qui au pouvoir, démocratiquement? Les islamistes, et il a fallu un coup d'État militaire, on est bien d'accord, pour arriver à les renverser. Donc, voir des pays comme ça qui donnent des leçons au Qatar, et le Qatar, j'ai quand même beaucoup de choses à lui reprocher. Désolé, je trouve ça quand même un petit peu cocasse. Alors, oui. Et surtout, pardon, allez-y, je pense qu'il y a derrière une arrière-pensée sunnitite, parce que comme le disait très justement Georges Malbruno, ils ont un champ gazier en commun avec l'Iran, et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et l'Iran se font la guerre au Yémen. Bien sûr. Donc c'est un règlement de compte géopolitique pour dire au Qatar, il faut que tu refroidisses franchement tes rapports avec l'Iran, surtout que l'Iran est devenu le nouveau grand Satan pour Donald Trump. Oui, mais alors au-delà de ça, il y a quelque chose de peut-être plus... vous savez, c'est l'Orient compliqué. Hein. Oui, c'est de quoi tu disais ça. Ce que vous dites sur l'Arabie Saoudite, effectivement, c'est pas l'Arabie Saoudite qui va nous donner qui donne des modèles de vertu. Le problème, c'est que cet islamisme-là dont on parlait, cet extrémisme dont on a vu, et on verra encore, alors, hélas, à Londres, à Paris, à Manchester ou ailleurs, un certain nombre de résultats, ne peut être combattu qu'à l'intérieur aussi de l'islam. C'est-à-dire que nous, on peut faire des choses, mais s'il n'y a pas à l'intérieur de l'islam, et là, si vous voulez, je crois qu'il y a une prise de conscience. Enfin, c'est ce que disent beaucoup d'analystes. Mais combattu comment, André ? Mais les Saoudiens se rendent compte que s'ils laissent faire encore, c'est eux qui seront renversés. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, vous savez, c'est Frankenstein ou le golem. Ils ont créé un monstre qu'ils ont créé. Enfin, et ce monstre, à un moment donné, c'était quoi mais le deal, c'était ça avec tous les islamistes, que ce soit Ben Laden, Al-Qaïda, Daesh et compagnie. Vous allez fiche ce que vous voulez, j'allais dire le bordel, ça se dit pas à la radio. Mais enfin, vous allez mettre tout ce que vous voulez ailleurs, mais chez nous, vous ne touchez pas.
C'était ça la chose. C'est-à-dire que le deal, c'était vous faites ce que vous voulez ailleurs, vous créez, etc. Mais chez nous, attention, stabilité. Sauf que maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que, avec Daesh et les autres, qui perdent beaucoup de terrain en Syrie, en Irak, en Afrique, c'est pas joué, enfin tout ça est très... Ils se disent, mais au fond, parce que c'est ça, il y a eu des textes, hein, je vous parle pas, c'est pas des spéculations de café du commerce, dans les textes des daéchistes, etc., ils disent, au fond, il faut s'emparer des pays du pétrole, il faut renverser cette dynastie pourrie. Voilà. Mais pour tout vous dire, André, vous avez entièrement raison. Vous êtes un excellent connaisseur de l'Orient, puisque vous avez commencé au Liban d'ailleurs, votre métier de journaliste. Moi, il y a 3 ans, j'en parlais avec des Saoudiens. Et je leur disais quand même, vous avez une politique pas claire avec Daesh que vous subventionnez en Irak, en Syrie et tout. Et vous savez ce que m'ont répondu les Saoudiens ? Ils m'ont dit clairement, Philippe, tant qu'ils mettent, vous dites, on va dire le foutoir en Syrie et en Irak, ils sont pas chez nous à le mettre. Et donc, on les subventionne et on les envoie au loin. Pourquoi ? Dans un but, c'est qu'ils ne déstabilisent pas, surtout pas, les régimes en place. Donc en fait, c'est clair, on envoie les terroristes loin de chez soi pour pas avoir d'ennui dans sa propre maison. Oui, et c'est pour ça que le prochain livre de Philippe David s'intitulera « L'Arabie, c'est où ?» dites. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et nous allons parler du calvaire des chrétiens d'Orient. Pourquoi l'Occident ferme les yeux sur ce drame ? Qui sont les responsables ? Appelez-nous maintenant au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Et dans un instant, donc prenez la parole sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Et jusqu'à 12h30 sur Sud Radio, vous êtes avec André Berkoff dans tous ses états et vous avez aussi la parole tout au long de l'émission. Réagissez au 0826 300 300. Et aujourd'hui, avec André Berkoff et son invité Frédéric Pons, nous allons parler du calvaire des chrétiens d'Orient. Pourquoi l'Occident ferme les yeux sur ce drame ? Qui sont les vrais responsables ? Appelez-nous maintenant au 0826 300 300 pour nous donner votre avis et en débattre, donc avec André Berkoff et Frédéric Pons. Eh bien, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Pons parce que Frédéric Pons n'est pas seulement un grand reporter, un journaliste, il est aussi colonel de réserve dans les parachutistes. Il a été casque bleu au Liban. Il enseigne au collège interarmées de défense. Il a écrit, et il a été journaliste à Spectacle du Monde, au Monde, à Valeurs Actuelles. Et il a surtout écrit énormément de livres. Je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le dernier, d'ailleurs, c'était l'avant-dernier, c'était sur Poutine. Exact, non ? oui, C'est Poutine. Ça. Oui. Voilà, sur Vladimir Poutine, exactement, au cœur des secrets de la Russie moderne. Et là, un bouquin majeur, parce que effectivement, ça reste, on en parle, mais on en parle toujours de manière... Le martyr des chrétiens d'Orient, portraits et témoignages, paru chez Kalman Levy, avec le fameux Noun, qui est le signe des chrétiens d'Orient. Et Frédéric Pons, vraiment, c'est un livre que je recommande totalement, parce que, encore une fois... on en parle de temps en temps dans les papiers, tout ça, mais franchement, ce qui devrait être une préoccupation constante, parce que je rappelle que la France était protectrice des chrétiens, on a l'impression qu'on en parle un peu honteusement. Mais alors, une chose, Frédéric Pons, pour commencer, vous parlez dans votre livre, vous dites c'est un véritable génocide. Alors oui, Est-ce que c'est pas un peu... oui. Par rapport au génocide juif de la Seconde Guerre mondiale, par rapport au génocide rwandais de 1994, par rapport au génocide des Khmers rouges, arménien de 1915, ça paraît dérisoire. Le terme, je l'ai repris parce que il a été donné à un certain moment, vérifié et accrédité à la fois par l'Union européenne, par un certain nombre de grandes organisations internationales, par les États-Unis, ce qui n'est quand même pas banal, parce que dès qu'on emploie le terme de génocide, ça veut dire beaucoup de choses derrière, et parce qu'il y a eu vraiment, d'après à la fois tous les témoignages sur le terrain, mais aussi d'après tous les écrits de l'État islamique, qui a conquis donc le nord de l'Irak en 2014, il y a des écrits très très forts qui indiquent qu'il y a eu une véritable volonté d'éradication non seulement religieuse, mais aussi physique et ethnique d'une partie de la population irakienne, les chrétiens du nord, de la plaine de Ninive, autour de Mossoul, et les yézidis. Et ce terme de génocide signifie donc la volonté d'éliminer hommes, femmes et enfants, et ça s'est vérifié sur le terrain à travers tous les témoignages que nous avons. Oui, et vous dites effectivement, ils n'ont pas été tous massacrés, mais il y a des millions et des millions de réfugiés.
Alors, pas des millions, des centaines de milliers. Des centaines de milliers, voilà. en tout cas, c'est ça. Oui. Mais regardez, au Liban, par exemple, ce sont uniquement les réfugiés au Liban. Il y en a 1,5 million. Alors, ce sont des réfugiés là qui viennent de Syrie, principalement, de Syrie, pas trop d'Irak. La majorité sont des musulmans de Syrie qui ont été chassés soit par la guerre menée par le régime contre la rébellion, soit des gens qui ont quitté les zones contrôlées par les rebelles islamistes. Et il y a parmi eux aussi beaucoup de chrétiens, mais qui sont quand même en minorité. Là, ce sont des gens qui ont été chassés ou qui sont partis en quelque sorte préventivement pour éviter les massacres. Sachant que les guerres venaient. Alors, moi, je voudrais revenons au bouquin. Qu'est-ce qui vous a comment vous avez d'abord travaillé? Vous avez mis le temps. Je sais que vous avez plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'abord de faire ce livre sur le portrait et témoignage? Comment c'est venu? Je fréquente ces pays, Syrie et Irak, pardon. Ouais, c'est un peu la même chose depuis déjà pas mal d'années. Mais vous savez, quand on est journaliste, vous le savez bien, on fait des reportages one shot, comme on dit. C'est-à-dire, on y va parce qu'il y a une actualité qui l'exige. On fait un très beau reportage au retour, mais on revient avec des petits carnets, en tout cas c'est mon cas, plein de notes passionnantes, de rencontres, d'entretiens qu'on ne peut pas diffuser pour des questions de longueur, parce qu'on est limité dans la longueur quand on est dans la presse écrite ou même audiovisuelle. Et ces carnets, on les range dans un tiroir ou dans un carton, puis dans son grenier, on les oublie. Or, sur certains sujets, des sujets qui marquent profondément, ça a été le cas pour moi sur la Syrie et l'Irak, comme avant sur d'autres théâtres d'opération ou de crise. Certains sujets marquent, obsèdent en quelque sorte. Et quand se produit dans l'histoire ou dans l'actualité des événements majeurs qui accélèrent, qui cristallisent tout ce qu'on peut avoir en tête, ça a été le cas en 2014 de la conquête du nord de l'Irak par Daesh, la fuite de tous ces chrétiens, les massacres de chrétiens yazidis. Là, c'est un événement qui a cristallisé tout ça, et je me suis dit, il faut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire mieux comprendre, ne rien oublier et surtout essayer de donner du sens à tout ce qui était en train de se passer et ne pas rester sur les massacres, sur l'Exode, sur Daesh, mais donner du sens à tout ça pour nos lecteurs, notre opinion publique, en France notamment, et expliquer que tout ça, c'est dans le cadre d'une guerre qui est menée à l'Occident, et notamment à l'Occident chrétien, par une partie de l'islam radical. André, je voulais juste qu'on précise qui sont effectivement les chrétiens yézidis pour les auditeurs de Sud Radio, c'est important. C'est les yézidis, c'est pas des chrétiens. Oui. Attention. Non, vous parlez... Alors, il y a deux communautés qui ont été, qui sont encore dans l'œil du cyclone islamiste, qui ont été martyrisées. Alors les chrétiens bien sûr, en nombre ils sont les plus importants, on y reviendra sans doute. Donc ça ce sont les chrétiens, il y a plusieurs communautés, des chrétiens fidèles à Rome, donc à l'église catholique, et des chrétiens orthodoxes. Et puis une petite communauté extrêmement minoritaire qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, les yézidis, qui pratiquent une religion qui est bimillénaire, qui remonte à la nuit des temps. C'est sans doute une des premières religions de ce Moyen-Orient où se trouvent les terres bibliques. Eh bien, les yézidis étaient là avant. C'est une religion pacifique en voie d'extinction progressive, avec en Irak 600 000, 700, enfin on ne sait pas trop, mais 600, 700 000 personnes et une très forte diaspora yézidi en Allemagne. Et ces gens-là ont été massacrés, déportés, réduits en esclavage tout au long de leur histoire. Les yézidis disent dans leur histoire qu'ils ont subi 18 génocides. C'est-à-dire que depuis que l'islam s'est installé sur ces terres, à partir du 7e siècle, après Jésus-Christ, les yézidis ont toujours été les premières cibles, avant même les chrétiens d'ailleurs, les premières cibles. Et en 2014, ils ont eu des milliers de morts. Et surtout, c'est une particularité de cette population qui est adorable, qui est accueillante, qui est pacifique. Ils ont de très belles femmes. C'est une particularité, je n'en ai pas l'explication. Oui, blondes, rousses, avec des yeux très clairs, magnifiques. Eh bien, sur le marché aux esclaves de ce Moyen-Orient un peu barbare sur certains plans, les femmes et les jeunes filles et les fillettes yézidis ont eu une valeur marchande décuplée. Des filles de 8-9 ans, enfin Mais oui, parce que je raconte dans le livre l'histoire d'une chrétienne, la petite Christina, 2014, elle est enlevée, arrachée au bras de sa mère, elle a
3 ans. Elle a disparu depuis, on n'a plus de nouvelles. J'ai rencontré ses parents, ça m'a bouleversé cette histoire. Qu'est devenue cette petite Christina? Elle a 4 ans de plus aujourd'hui. Elle a été enlevée à 3 ans. Elle avait 3 ans, c'était un bébé, une fillette bébé. Si elle a de la chance, la petite Christina, eh bien, elle sera peut-être mariée à 6 ans, ce qu'autorisent les radicaux de l'islam, parce que le prophète l'avait fait avec Aïcha. Le mariage sera consommé, elle n'aura que 9 ans. Parce que Aïcha avait été consommée par Mahomet à ce moment-là, et puis elle deviendra une épouse de plus dans une famille musulmane radicale. Si elle n'a pas de chance, la malheureuse petite Christina deviendra une esclave, une fillette esclave, une jeune fille esclave, et puis à un certain moment, elle sera envoyée, elle sera achetée, vendue, et elle finira dans un harem d'un des pays du Golfe. Et quand je dis harem, pour son malheur, ce sera probablement un bordel pour travailleurs immigrés pakistanais, sri-lankais, malaisiens, comme il y en a beaucoup, on le sait. Et c'est parce que ça finit là. Et votre livre fourmille, je dois dire, de témoignages terribles, enfin en même temps passionnants, et justement vous tracez la ligne rouge de tout ça. Et la ligne rouge de tout ça, Frédéric Pons, c'est en fait, quand vous dites l'éradication, c'est ça, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas du même bord que ces fanatiques radicaux, eh bien, vous vous convertissez, vous vous soumettez, ou vous disparaissez. Il n'y a pas le choix. Ce que j'ai découvert, quand on est journaliste, on croit tout savoir, on croit être à l'affût et au courant de tout. En réalité, j'ai découvert que bien avant cette funeste année 2014, avec la conquête de Daesh et les violences extrêmes que l'on a pu voir, bien avant, eh bien, ce travail, si on peut dire, ce plan d'éradication de la présence chrétienne en Irak, je parle surtout de l'Irak, mais aussi de la Syrie, eh bien, avait été lancé. On m'a dit, les premières fois où je suis allé là-bas, on m'a cité un proverbe arabe, irakien, qui dit ceci: après le samedi, le dimanche. Ça veut dire qu'après le Shabbat, les Juifs, c'est le tour du dimanche des chrétiens d'être éradiqués. Les Juifs ont été éradiqués de ces régions au début des années 50. Ils sont partis d'eux-mêmes. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'avenir. Et l'indépendance d'Israël. L'indépendance d'Israël. Eh bien, aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, depuis 2014, depuis déjà la fin des années 50, années 60-70, les chrétiens sont alors discriminés, parfois persécutés. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, mais on sait que depuis 2003, depuis l'invasion américaine qui a semé le chaos en Irak, depuis cette année 2003, eh bien, tous les démons irakiens se sont déchaînés, et déchaînés surtout contre les chrétiens. Ils ont dû abandonner Bassora au sud de l'Irak, qui était une ville avec une communauté chrétienne importante, et puis progressivement ils ont dû quitter Bagdad, et ils se réfugiaient dans le nord de l'Irak, la fameuse plaine de Ninive avec Mossoul, deuxième ville irakienne, une ville de 2 millions d'habitants. Ils croyaient être un peu à l'abri là. Eh bien, on constate tout au long de ces années 2000, ce que je raconte, qu'il y a eu une série d'enlèvements, d'assassinats, de pillages, de violences avant Daesh. Et ce que m'ont dit beaucoup de ces réfugiés chrétiens d'Irak que j'ai rencontrés dans les camps, à partir notamment de 2014, ils m'ont dit: mais vous savez, monsieur, ne soyez pas naïf, Daesh était dans les têtes avant même l'arrivée de Daesh en 2014. C'est-à-dire qu'une grande partie de leurs voisins musulmans étaient déjà pré-radicalisés ou étaient déjà dans une situation, une posture d'accepter le radicalisme de Daesh. Et comment vous expliquez, dites-moi, est-ce que c'est ça aussi, c'est une coutume, je vous en parlais dans votre livre. Vous savez, en Allemagne, quand on a commencé les rafles, enfin les anti-juives, on mettait les toiles de David sur les maisons, les magasins, etc. Et là, il y a le fameux Noun, donc avec le point, c'est la lettre N en arabe, qui veut dire Nasriya. Nasriya, ça veut dire chrétien, et c'est un terme péjoratif. Et donc cette lettre indiquait, c'était une marque d'infamie. Les chrétiens, comme les juifs dans l'Allemagne nazie, eh ben c'était des gens sur lesquels on pouvait tout faire, sur lesquels on pouvait exercer toutes les violences. Ce que dit le Coran d'ailleurs. Hein. Et cette inscription était déjà sur les maisons avant Daesh. Non, très ponctuellement. C'est apparu vraiment de façon massive et quasiment générale à partir de Daesh qui, en quelque sorte, mettait un tampon
sur ces maisons pour se les approprier. Ces maisons devenaient propriété de l'État islamique, du califat islamique, et dans la plupart de ces maisons, le témoignage de quelques réfugiés irakiens qui ont tout perdu, notamment à Mossoul, qui m'ont dit que leur maison était occupée, là, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la guerre qui se déroule aujourd'hui, était occupée par des dignitaires, des familles, des administratifs de l'État islamique. Eh bien, les chrétiens et leurs amis, en Occident notamment, ont récupéré cette marque d'infamie, cette espèce d'étoile jaune, ce Noun arabe, pour en faire un symbole de la résistance, de la solidarité, mais aussi de la résistance. Alors, justement, on en parlera avec nos amis Pierre-Alexandre Bouclet et d'autres et puis évidemment au 0826 300 300, vraiment pour s'intéresser à ce martyr des chrétiens d'Orient dont parle excellemment Frédéric Pons. Et encore une fois, ce n'est pas un essai seulement, ce sont des portraits, des témoignages. Oui, c'est parce quelque chose de terrible. Je n'ai pas voulu faire un essai géopolitique de plus. Il y en a de très bons et tout a été dit pratiquement. Là, il fallait donner la parole à ces gens-là, donc, et puis dire qui ils étaient. Du plus humble des fidèles au plus éminent des prélats, il y a des grands bourgeois, il y a des chauffeurs de taxi, des paysans chrétiens. Donc leur donner la parole pour mieux comprendre et ne rien oublier de tout cela. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous le dites dans votre livre, mais je voudrais de l'entendre par vous, Frédéric Pons. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à nous, par rapport à l'Europe, par rapport, etc. Ils sentent quoi? Ils se sentent en colère, ils se sentent abandonnés, ils disent mais qu'est-ce que vous faites? Parce que beaucoup, j'ai entendu juste un mot, vous savez, il y avait des gens qui vous disent mais venez chez nous, ils disent non, nous on veut rester chez nous. Alors, il y a deux questions en fait. D'abord, leur attitude face à l'Occident, et puis leur volonté de se dire de rester ou pas chez eux malgré le terrible sort. Leur attitude face à l'Occident est globalement une incompréhension et un reproche. L'incompréhension pour eux devant un Occident qui, à leurs yeux, est en train de s'aveugler, de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer et qui se prépare des lendemains extrêmement difficiles dans cette guerre qui lui est menée. Les lendemains difficiles, on y est peut-être déjà avec la série d'attentats en Europe occidentale et en ce moment en Grande-Bretagne. Pour eux, c'est le signe. Une guerre a commencé chez nous aussi. On ne veut pas, nous occidentaux, la voir, alors que eux, qui connaissent cette guerre depuis déjà plusieurs décennies, nous ont mis en garde. Et le mot qui revient le plus souvent dans ce que les uns et les autres ont pu me dire, et là encore, des gens les plus simples jusqu'aux plus intellos de cette communauté chrétienne d'Orient, le mot qui revient le plus souvent, c'est « ouvrez les yeux ». Ne soyez pas naïfs, regardez ce qui se passe. Et ça me renvoie à mes premiers reportages de jeunes journalistes au Liban, pendant la guerre du Liban, dans les années 75, 90. Les Libanais chrétiens disaient « on a sans doute beaucoup de défauts, on a beaucoup de torts dans cette guerre, mais ce que nous faisons aujourd'hui ici, eh bien, nous défendons nos valeurs, notre identité, notre religion, et demain, ce sera votre tour. » On avait oublié ça. Et aujourd'hui, le disait déjà il y a 30 ans, mais 40 ans. Mais il le disait il y a 30 ans. Et aujourd'hui, eh bien, les chrétiens d'Orient nous disent cela et nous disent, pour les plus raffinés, ceux qui ont un vrai raisonnement, nous disent « nous sommes la première ligne de défense, votre première ligne de défense. Et si vous ne nous aidez pas là-bas, eh bien, vous serez un jour, vous aussi, en première ligne. » C'est déjà peut-être ce qui est en train de se passer. Donc, beaucoup d'incompréhension sur notre aveuglement. Ils nous mettent en garde aussi. Ils nous disent vous chrétiens, enfin vous occidentaux, parce qu'ils ont compris que l'Occident est en grande partie déchristianisé, ce qui explique beaucoup de choses. Mais ils nous disent vous, pays des droits de l'homme, pays de la démocratie, faites attention à ce que votre démocratie, vos lois, vos droits de l'homme ne vous paralysent pas devant cette menace, devant cette guerre.
Faites attention que votre crainte de tout ce qui pourrait paraître islamophobe ne conduit pas à neutraliser vos défenses naturelles. Vous devez être lucide, ouvrez les yeux, apprendre à savoir qui vous avez en face de vous pour mieux vous défendre. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer de parler du calvaire des chrétiens d'Orient avec Frédéric Pons qui vient de publier donc un livre à ce sujet. Selon vous, qui sont les responsables de ce drame? Eh bien, appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 et dans un instant sur Sud Radio, prenez la parole et venez en débattre avec André Berkoff. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Et comme chaque jour sur Sud Radio, pour vous accompagner jusqu'à 12h30, André Berkoff dans tous ses états. Vous avez aussi la parole avec André au 0826 300 300. Et aujourd'hui avec André Berkoff et son invité Frédéric Pons, eh bien nous parlons du calvaire des chrétiens d'Orient. Pourquoi l'Occident ferme les yeux sur ce drame? Eh bien appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Oui, Frédéric Pons, une question qu'on a posée justement avant la pause, c'était de savoir ce qu'ils vous disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ne vous disent pas. En tout cas, je dirais l'officiel et l'officieux, puisque vous avez vu beaucoup de gens ces dernières années. Moi, j'ai entendu, enfin, je ne suis pas le seul à avoir entendu des gens qui disent, écoutez, nous, on ne veut pas du tout parce qu'on dit oui, bah écoutez, quittez le pays, c'est fini pour vous. Bon, on vous accueillera en Europe ou en Australie ou ailleurs, etc. Et certains disent, mais non, on veut que vous nous aidiez à rester là. Nous sommes là depuis 2000 ans, le Christ est né en Orient, il n'y a pas de raison, on est chez nous, etc. En fait, est-ce que c'est perçu vraiment comment? Est-ce que c'est un discours pour nous? C'est ressenti comment ça? Non, il y a plusieurs discours selon les responsabilités des uns et des autres. Il y a le discours officiel et le discours officieux, le discours en privé. Alors, officiellement, toutes les autorités des chrétiens d'Orient, les évêques et jusqu'aux curés, jusqu'à leurs pasteurs disent nous sommes ici sur nos terres, ce sont des terres bibliques, des terres chrétiennes avant même l'islam, nous devons rester, nous appelons nos fidèles à rester. C'est votre identité, disent-ils aux fidèles. Si vous déracinez, vous serez des émigrés et vous ne vivrez pas heureux. Ça, c'est le discours officiel. Quand on discute avec des... Alors, pas forcément les prélats, pas les évêques. Non, mais quand on discute... peuple, enfin les gens, oui, ouais. Non, l'échelon intermédiaire, les curés. Ah, les curés, d'accord. Curés, les religieuses notamment. D'accord. Mais toujours en privé, le discours est légèrement différent. Ils disent... On est obligé de leur dire de rester pour toutes ces raisons et en même temps on comprend ceux qui partent et il nous est difficile à nous, curés, de les faire rester. Pourquoi? C'est toujours la question que je pose. Et ils disent parce que nous n'avons pas d'enfants ou de famille à qui assurer un avenir. Ouais. Or, un avenir sur ces terres en ce moment, il faut vraiment être très fort ou avoir une foi très bien accrochée pour y croire. Et donc, certains curés disent, on leur dit clairement qu'il faut rester et en même temps, on ne les empêchera pas de partir. Et chez les fidèles eux-mêmes, certains ont décidé de partir, c'est clair. Mais d'autres disent, on voudrait bien rester, mais pas à n'importe quel prix. Et beaucoup, la plupart disent, on reste ou on reviendra à Mossoul et dans la plaine de Ninive si nous avons une protection internationale. Et là, franchement, ça n'est pas gagné. Et puis, la plupart ajoutent, mais comment croyez-vous que nous allons pouvoir revivre avec nos voisins musulmans à Mossoul et ailleurs, qui, dans la seconde où on devait fuir nos maisons et nos foyers, pillaient tout et s'installer dans nos maisons. Avec ces gens-là, il sera très difficile de revivre. Alors André Berkoff, Pierre-Alexandre Bouclé, qui est reporter à Valeurs Actuelles et qui vient de publier Peuple persécuté d'Orient aux éditions du Rocher, vient tout juste de nous rejoindre au standard de Sud Radio, André. Alors Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour à Frédéric Pons, avec qui j'ai travaillé avec joie pendant 10 ans. Bonjour Pierre-Alexandre. Alors, vous aussi, vous allez beaucoup là-bas, donc vous avez publié un livre, on parle du livre donc de Frédéric, qui est le martyr des chrétiens d'Orient, et ses témoignages absolument bouleversants. Est-ce que vous, Pierre-Alexandre, on parlait justement des gens qui veulent rester, des gens qui veulent partir. Au fond, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, après Londres, après tout ça, là-bas, en Syrie, ailleurs, on peut être optimiste, désespéré, modérément optimiste. On est quoi par rapport à cette question ? Alors déjà, je
je reprends effectivement tout ce que vient de dire Frédéric Ponce sur les discours sur le plan hiérarchique, c'est-à-dire du sommet à la base de l'église, des églises là-bas. Oui. Mais il faut aussi faire un distinguo, à mon avis, entre l'Irak et la Syrie, où la situation des chrétiens est vraiment différente. C'est-à-dire qu'en Irak, elle est quand même assez compliquée pour tout ce que vient de dire Frédéric Ponce. Et on voit mal aujourd'hui comment ils vont rentrer chez eux, effectivement, parce que les témoignages sont effectivement monstrueux. Moi, j'ai entendu des gens qui racontaient que les musulmans sunnites avaient dit « mais vous inquiétez pas, on vous protégera quand Daesh arrivera ». Et lorsque Daesh est arrivé, ils ont été les premiers à violer les filles, à s'emparer des enfants pour les vendre sur les marchés aux esclaves et à piller les maisons. Donc ça, les gens ne veulent plus rentrer chez eux. Ils nourrissent le rêve un peu illusoire, à mon avis, d'un État chrétien un peu à la manière israélienne dans cette plaine de Ninive. Mais bon, je ne pense pas que ça puisse être réalisé. Et ils espèrent, en tout cas là j'étais récemment avec l'association SOS Chrétien d'Orient qui reconstruit des logements dans les villages de la plaine de Nénive, notamment Karakoche, Teleskov, etc. Là on reconstruit des villages chrétiens, donc ils ont peut-être une chance de refaire leur vie dans ces villages chrétiens. Mais il faut savoir aussi que les Kurdes commencent déjà à bouger. Ils veulent leur État. Et ils veulent aussi leur État. Il y a des régions, c'est une région pétrolifère, donc il va y avoir des tensions. Donc pour l'Irak, c'est quand même une situation instable et compliquée. Pour la Syrie, c'est quand même beaucoup plus, apaisé pour les chrétiens, parce que la Syrie, avant la guerre, et même aujourd'hui en zone gouvernementale, est le pays arabe où les chrétiens ont la situation la plus enviable. C'est-à-dire que depuis 2000, ils ne sont plus obligés, par exemple, de suivre la charia, c'est-à-dire la loi islamique, qui est aussi la loi générale dans les pays arabes. Ils ont des statuts à part. Par exemple, les filles peuvent hériter à part égale avec un garçon, ce qui est inconcevable pour la loi islamique. Oui, islamique, oui. Et eux, ils ont espoir que si le gouvernement se maintient, enfin si la stabilité reste telle qu'elle est actuellement, ils auront une chance de refaire leur vie. Si vous allez à Damas, et vous êtes allé à Damas, André Berkoff, on voit que dans les quartiers chrétiens comme Bab Touma, Bab Sharki, les chrétiens vivent normalement. C'est-à-dire que les femmes vivent librement, les hommes vivent librement. Puis ils sont pas habillés, enfin ils sont pas voilés, ils sont pas tout cela, ça c'est clair. Donc pour les chrétiens de Syrie, il y a de l'espoir, et cet espoir est directement indexé sur la survie des structures légales actuelles. D'accord. Frédéric Ponce, vous partagez l'opinion de Pierre-Alexandre. Je partage ce point de vue. La garantie de la sécurité, de la pérennité, de la présence chrétienne en Syrie et le maintien d'un État de droit, d'une constitution qui ne soit pas celle de la charia intégrale telle que voudrait l'appliquer la rébellion sunnite en ce moment en Syrie. Et donc c'est pour ça que les chrétiens soutiennent finalement le régime en place de Bachar el-Assad, pas parce qu'ils sont amoureux de Bachar el-Assad. Ici on ne le comprend pas, mais c'est parce que pour eux, comme en Irak du temps de Saddam Hussein, comme en Égypte du temps de Moubarak et aujourd'hui du président Al-Sisi, pour eux, la sécurité, l'avenir de leurs enfants, c'est le maintien d'un État, d'une administration dotée d'une loi, d'une constitution qui ne soit pas une constitution discriminatoire, comme pourrait l'être une constitution inspirée directement ou indirectement de la charia islamique. Pierre-Alexandre, vous pensez que, vous venez de là-bas, vous pensez que pour le moment, qu'il y a, vu la situation très rapidement, il y a en tout cas de l'espoir pour eux, ils sentent l'espoir. En Syrie, je parle de la Syrie. Pour les Syriens, oui, mais oui. Là, il fallait voir le mois de mai, donc qui est le mois de la Vierge pour tous les chrétiens. À Alep, les chrétiens pouvaient recommencer à faire des manifestations dans la rue, faire une grande procession mariale. Et on voit des femmes qui se promènent avec des tenues votives, comme ça pouvait se faire en France dans les années 50, c'est-à-dire, c'est incroyable, hein, c'est vraiment incroyable. Et ils ont tracté une immense statue de la Vierge sur un 4x4 à travers toutes les rues d'Alep libérées. Donc oui, évidemment, pour eux, c'est un grand signe d'espoir, quoi. Ouais, écoutez, espérons en cet espoir. Et surtout, essayons de voir si effectivement nous allons parler aussi de l'Égypte. Oui, Frédéric, vous vouliez intervenir. Oui, Pierre-Alexandre Bouclet a raison de souligner cette présence physique des chrétiens dans les rues d'un certain nombre de villes qui sont libérées ou libres par rapport à la présence islamique, ce qui n'était plus du tout le cas en Irak, où les processions de mariage chrétiens, la fête de Noël étaient interdites. Là,
notamment à Mossoul ou dans la quasi-totalité du pays, à l'exception de quelques villes ou villages à grande majorité chrétienne. Et les chrétiens de Mossoul me disaient, mais pour acheter des décorations de Noël, pour voir des sapins de Noël ou pour célébrer des mariages à la façon chrétienne, nous étions obligés d'aller à Tel Escaf, à Karakoche et dans d'autres villages de la grande banlieue lointaine de Mossoul. Ouais. Voilà. Mais dites-moi, où ils trouvent, parce que, est-ce que c'est la foi? Parce que franchement, où ils trouvent l'énergie quand même de résister, de se maintenir avec cette espèce de dictature sanglante, enfin d'atrocité. Moi, je suis vraiment, enfin, je suis pas le seul, on est en admiration devant cette résilience. Mais vous avez, André Berkoff, vous venez de prononcer le mot, c'est la foi. Qu'est-ce qui fait que 29 chrétiens, hommes, femmes et enfants sont débarqués d'un bus par des islamistes armés? Ces islamistes leur demandent d'abjurer leur foi et ils auront la vie sauve. Et ces chrétiens disent non, on n'abjurera pas. Et ils sont exécutés les uns après les autres d'une balle dans la gorge ou dans la nuque, y compris les 10 enfants à genoux au bord de la route. Qu'est-ce qui fait que 22 travailleurs, jeunes travailleurs égyptiens coptes en Libye sont capturés par les islamistes, alignés sur une plage et égorgés les uns après les autres pour ne pas renier leur foi, et ils meurent en disant « Jésus, aide-moi ». C'est la foi. On a perdu nos repères d'une certaine façon et la force de ce sentiment, ce qui fait qu'en Orient aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont subi, il n'y a pas de vrai désespoir, ou plutôt il n'y a plus d'espoir matériel, ils savent bien que c'est fini, mais il y a une espérance extrêmement forte pour eux et leurs enfants. C'est lié à leur foi. Ils vivent leur foi. Il suffit d'aller, un certain nombre d'auditeurs sont allés là-bas sans doute, il suffit d'aller assister à des messes et entendre chanter avec une force incroyable les chrétiens pour comprendre ce qu'ils sont. Frédéric Pons, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec André Berkoff et nous allons continuer de parler du calvaire des chrétiens d'Orient. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Et jusqu'à 12h30 sur Sud Radio, vous êtes avec André Berkoff dans tous ses états et vous avez aussi la parole tout au long de l'émission. Réagissez au 0826 300 300. Et aujourd'hui, avec André Berkoff et son invité Frédéric Pons, eh bien, nous parlons du calvaire des chrétiens d'Orient. Pourquoi l'Occident ferme les yeux sur ce drame? Appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 et prenez la parole en direct sur Sud Radio. Alors justement, l'Occident, est-ce que l'Occident, je ne sais pas s'il ferme les yeux sur ce drame, Frédéric Pons, mais enfin, on a entendu des choses assez bizarres. Je rappelle une phrase de Laurent Fabius, Al-Nosra fait du bon boulot. Est-ce qu'on n'a pas... Alors, il y avait les rebelles, vous savez, syriens, on ne savait pas qui c'était. Rappelez-vous Alep aussi, hein, on ne savait pas qui étaient les bons, qui étaient les mauvais. Et souvent, ça se mélangeait, en tout cas, vraiment. Et au fond, avec le premier bilan qu'on peut faire, et vous le faites, vous, dans votre livre, et vous êtes, en tout cas, l'un des mieux placés pour en parler, au fond, si on regarde le bilan de la France, l'attitude de la France vis-à-vis de ce problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce bilan n'est pas brillant, c'est le moins qu'on puisse dire, et il n'est pas meilleur aux États-Unis. Mais parlons de la France. À partir des printemps arabes, ce qu'on appelait les printemps arabes de 2011, et donc à l'époque en France c'était Nicolas Sarkozy et Alain Juppé aux affaires étrangères, oui. On a voulu en quelque sorte se rattraper manifestement d'avoir soutenu pendant tant d'années des régimes autocratiques ou voire dictatoriaux, et on a pris d'emblée, sans véritable stratégie politique, on a pris d'emblée le parti des rébellions. Cette obsession a été très forte à un certain moment chez les politiques. De gauche comme de droite. De gauche comme de droite, ouais. Parce que la politique, et parlons de la Syrie, la politique décidée par Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, tout de suite, d'emblée, en mars 2011, au début de l'insurrection syrienne contre Bachar el-Assad, ça a été de dire « il faut dégager Bachar el-Assad, il doit partir ». Et nous prenons, nous Français, le parti de la rébellion que l'on croyait à l'époque encore modérée, laïque, etc. Tout ça a changé en 2012. Début 2012, on a su que les rebelles islamiques ou islamistes
prenait le pas sur la rébellion parce modérée. Qu'il y a des revendications démocratiques. Oui, au départ, mais oui, il y avait des revendications contre la corruption, pour une meilleure situation sociale, des éléments qui pouvaient être légitimes. Seulement, on n'a pas vu, parce qu'on était peut-être mal informés, et puis on avait pas mal d'idéologie dans la tête, et je vais en reparler à l'instant, on n'a pas vu que cette rébellion virait très vite à l'islamisme radical. Mais on n'a pas changé de position. C'est-à-dire, si Bachar el-Assad était tombé en 2011-2012, très bien, on aurait gagné notre pari. Or, Bachar el-Assad est resté, on n'a pas vraiment compris pourquoi. On n'a pas voulu voir qu'une grande partie de la population syrienne continue à le soutenir pour le maintien d'un État, parce que les Syriens avaient en tête le précédent irakien, quand on a fait tomber Saddam Hussein, quand les Américains ont fait tomber Saddam Hussein, ça a été le déclenchement d'un capharnaüm, un chaos épouvantable. Les Syriens le savaient, ils ne voulaient pas ça. Et une partie de la population sunnite est restée derrière Bachar el-Assad. Ce qu'on n'a pas voulu voir, et les rares chercheurs qui le disaient, ont été ostracisés. Eh bien, on a fermé notre ambassade de France à Damas. En 2012. C'était en 2012, du temps de Sarkozy-Juppé. Et quand François Hollande et Laurent Fabius arrivent aux affaires, ils suivent exactement la même politique. Cette politique va nous mettre dans une impasse parce que d'emblée, on a considéré que la priorité, c'était de faire tomber Bachar el-Assad et pas d'affronter les islamistes qui pourtant étaient nos ennemis, comme ils le sont au Mali en ce moment. Eh bien, c'était les mêmes ou leurs cousins qui étaient en Syrie et que nous soutenions en livrant des armements. Et Bachar el-Assad est resté au pouvoir, il s'est maintenu, les Russes, les Iraniens l'ont soutenu, on avait sans doute négligé la force de cette alliance des Russes et des Iraniens avec Bachar el-Assad, et il y a quelque temps, c'est Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, socialiste, qui disait en Syrie, la France n'a plus aucune carte en main. C'est la première fois que ça arrive. Ça ne nous était jamais arrivé. Alors que c'était la France puissance mandataire, mais la Syrie francophone. La France, dans ce Moyen-Orient compliqué, avait encore quelques rares cartes à jouer. C'était le Liban. Ça a été par moments un peu chaotique. Et c'était la Syrie. Or, en Syrie, on s'est mis dans une impasse. On a perdu toutes les cartes. Et pour la première fois depuis très très longtemps, la France en Syrie n'a plus aucune carte et sa voix ne pèse plus du tout. Et il a fallu attendre l'intervention militaire et politique russe de l'automne 2015 pour que les choses commencent à changer. L'intervention militaire russe a fait comprendre qu'on pouvait taper les islamistes et leur faire très mal, et c'est le début du repli islamiste à cette époque-là. Les Russes ont notamment frappé ce que la coalition occidentale et les Français ne faisaient pas, c'est-à-dire les convois de logistique de Daesh. Et les puits de pétrole. Et les puits de pétrole, c'est-à-dire Daesh exportait le pétrole de Syrie pour alimenter son trésor de guerre. Et les Russes ont commencé à taper des convois de 50, 100, 150 camions et ils ont progressivement asséché ce trésor de guerre. La France a vu ça, réagi avec beaucoup de pusillanimité et puis progressivement en fin 2015-2016, on a commencé un peu à revenir sur nos positions initiales en se rapprochant du plan russe. Et le plan de Vladimir Poutine est simple et clair, ce qu'il a annoncé dès 2014. Il a dit, priorité numéro 1, on combat et on détruit le maximum d'islamistes. Et ensuite, dans la phase 2, on enclenche une transition politique avec ou sans Bachar el-Assad. Et les conseillers de Poutine ont toujours dit, mais Bachar el-Assad, on n'est pas marié avec lui. Donc s'il doit dégager, et les Russes sont très pragmatiques... Mais il y a des priorités d'abord. Mais voilà, priorités. Ouais. Et petit à petit, la France, finalement, s'est mise à cette nouvelle priorité. Le problème de Bachar el-Assad est repassé au second plan. Et aujourd'hui, on le voit bien, même si ça n'est pas dit expressément par Emmanuel Macron ou la France, mais on voit bien que la priorité, c'est de faire tomber l'État islamique, de combattre tous les mouvements islamistes qui sont nos ennemis, aussi bien en Syrie, au Mali, qu'en France et en Grande-Bretagne. Alors, nous avons avec nous Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour André Berkoff et bonjour Frédéric Pons.
Bonjour Benjamin. Dites-moi alors vous, est-ce que vous partagez un peu le fait que vous allez très souvent, vous aussi, en Syrie, en Irak et ailleurs, et on sait ce que fait SOS Chrétiens d'Orient pour aider les populations là-bas, et ça fait des années que vous le faites. Est-ce que vous partagez aujourd'hui cette espèce d'évolution, enfin, vous sentez l'évolution, vous sentez un certain espoir s'installer quand même, malgré les difficultés? Bien sûr, on le sent et on l'espère, en tout cas, on l'espère beaucoup. Et alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, que l'Occident ne voit pas, ne connaît pas ce calvaire des chrétiens d'Orient. Et nous, à SOS Chrétiens d'Orient, on essaye aussi, au-delà de notre travail d'aide sur le terrain, mais on essaye aussi ici en France de faire connaître ce calvaire. Et par exemple, là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de marcher vers Chartres avec une centaine d'anciens volontaires de SOS Chrétiens d'Orient et de futurs volontaires qui vont partir demain en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie ou en Égypte. Et ben là, on est au milieu des 12 000 pèlerins de Chartres. Et ben on est là avec les drapeaux de ces pays-là pour témoigner, pour expliquer aux gens qui nous interrogent pourquoi vous avez ces drapeaux, etc., sur ce qui se passe dans ces pays. Très bien, oui, non, mais c'est très bien. C'est une manière extrêmement forte de témoigner. Et vous allez aussi sur le terrain, et vous allez effectivement un peu partout au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Enfin, vous êtes un peu partout. Oui. Exactement, partout où on a des missions, en Syrie, en Irak, en Égypte, et puis bien sûr au Liban et en Jordanie. Mais je dois dire que on sent sur le terrain une évolution. Hein. Alors, j'espère que l'évolution de la diplomatie française va suivre l'évolution qu'on constate sur le terrain. Mais je dois vous dire que je reviens d'Alep. J'étais à Alep il y a quelques jours. La situation à Alep n'est plus du tout la même qu'il y a 6 mois et encore moins qu'il y a 1 an. C'est le jour et la nuit, je vous assure. Quand dans Alep, je me souviens, il n'y a pas plus d'1 an, je voyais les gamines en blouse qui rentraient de l'école raser les murs de crainte de se prendre un obus. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue et le soir, ils font la fête jusqu'à tard le soir. La ville revit complètement. Bah écoutez, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais la ville est encore dévastée, j'imagine, il n'y a pas eu le temps de la reconstruction encore. Bien sûr, bien sûr, mais la reconstruction s'est lancée et en fait ça va à toute vitesse, c'est ça qui est très impressionnant, et également dans la plaine de Ninive en Irak, la reconstruction va à toute vitesse. On voit à Karakosh déjà beaucoup de maisons sont en cours de restauration, à Télescope il y a peut-être 800 familles qui sont déjà revenues. On sent que l'espoir revient et on espère que l'année 2017 vraiment sera l'année de la concrétisation, de la réalisation de ces espoirs et de cette attente qui est là depuis fort longtemps. Donc Benjamin Blanchard, on en parlait beaucoup avec Frédéric Pons, vous pensez que quand même il y a beaucoup de gens qui reprennent en tout cas un peu, même si c'est difficile, même si rien n'est joué encore, qui reprennent un peu espoir de rester, de demeurer là, de demeurer là où ils ont toujours vécu. Tout à fait, mais ça dépend des régions. En fait, même dans la plaine de Ninive, d'un village à l'autre, ça peut changer. Le village de Télescope, les gens reviennent massivement, mais juste à côté, il y a des villages où ils ne reviennent pas du tout parce que tout est détruit. Alors ça dépend des villages, si ça a été des lieux de combat ou pas des lieux de combat. Quand ça n'a pas été des lieux de combat, ça a juste été pillé par Daesh. Alors juste, entre guillemets, si je peux dire, parce que c'est terrible pour les gens, mais c'est reconstructible. Par contre, quand tout a été rasé, parce qu'il y a eu 1 semaine, 2 semaines, 1 mois de combat, comment voulez-vous revenir et envisager de revenir? C'est très difficile. Bien sûr. Oui, un petit mot, Benjamin Blanchard. La pérennité de la présence chrétienne dans la plaine de Ninive devra aussi tenir compte de l'après-Mossoul, c'est-à-dire l'après-bataille de Mossoul. En ce moment, une grande partie des forces qui combattent Daesh sont en train de réduire les derniers bastions de l'État islamique dans Mossoul. Mais on voit bien que tous ces combattants qui combattent aujourd'hui l'État islamique n'ont pas le même agenda, n'ont pas les mêmes suggestions entre les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Syrie, les Kurdes de Turquie, entre les Irakiens chiites et sunnites. On voit bien qu'il y a beaucoup d'arrière-pensées et derrière eux, des puissances étrangères qui n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Et dans ce jeu-là, il y aura des règlements de compte entre les uns et les autres. Pour simplifier, les sunnites et les chiites irakiens sont dans une course de vitesse pour s'emparer de la plaine de Ninive et de Mossoul. Eh bien, on voit bien qu'il y aura, après la reconquête de cette ville de Mossoul, de terribles règlements de compte entre les uns et les autres. Et au milieu de tout ça, nous aurons nos malheureux villages chrétiens. Benjamin Blanchard.
tension notamment entre Kurdes et forces de sécurité irakiennes, puisque c'est de plus en plus difficile de passer d'un côté à l'autre, puisque une partie de la plaine de Ninive est contrôlée par les forces kurdes et une autre partie est contrôlée par les forces de sécurité irakiennes, donc qui dépendent de Bagdad. Et on voit une tension, les échanges de coups de feu ne sont pas rares, et on se demande bien ce qui va se passer après la libération définitive de Mossoul. Ça, c'est un vaste problème et qui ne manque pas d'inquiéter les chrétiens. Et d'ailleurs, tous les chrétiens ne sont pas du même avis. On voit qu'il y a eu des évêques, des patriarches qui ont exprimé des avis parfois fort différents sur l'avenir à réserver à la plaine de Ninive. Très bien. Oui, Benjamin Blanchard, merci. Effectivement, le problème est très, 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 très compliqué. L'Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle. Et ça reste... Mais là, effectivement, le drame est beaucoup plus grand. Juste un mot. Nous arrivons presque en fin d'émission. Et encore une fois, je recommande, je rappelle le livre de Frédéric Pons, Le martyr des chrétiens d'Orient. C'est un livre de témoignages tout à fait fascinant, passionnant, terrible, mais en même temps vraiment porteur d'espoir aussi. Est-ce que, au fond, on n'a pas parlé des Coptes, ce n'est pas le sujet du livre, mais vous avez vu récemment les incendies d'églises, là aussi, etc. D'ailleurs, juste un mot, parce qu'on se dit, c'est fou quand même, parce que ça se passe aussi aux Philippines. Hier, je voyais une vidéo d'un incendie d'une église de massacre, de carnage d'une église aux Philippines. Au fond, Frédéric Pons, est-ce que c'est toujours une question de volonté ? Est-ce que, de ce point de vue, nous, l'Occident, nous en particulier l'Occident en général, on va prendre conscience de tout ça ? Je crois que malheureusement, on prend conscience non pas du fait du martyre de ces chrétiens d'Orient et même d'Asie. Ceux qui nous frappent en ce moment en Europe ont une lecture littérale du Coran et sont porteurs d'une idéologie de haine et de destruction. Donc nous sommes très directement concernés aujourd'hui. Nous ouvrons progressivement les yeux. Il suffit d'écouter le discours de Theresa May, la Britannique, hier. Elle parle aujourd'hui d'une idéologie là où jusqu'à ces derniers temps on ne parlait que de terrorisme assez vague. Donc là c'est l'islamisme, et l'islamisme est contenu dans l'islam et dans le Coran comme le poussin est dans l'œuf d'une certaine façon. Donc il faudra aller au cœur de cela et à un certain moment dire des vérités à nos chers amis saoudiens, qatariens et autres. Merci Frédéric Pons. Merci Frédéric Pons, André